À Zurich, il faisait froid ce matin du 14 janvier 1943. Suite à un appel téléphonique, on découvre qu'une femme est morte durant la nuit dans des circonstances peu claires. La patrouille dépêchée sur place ne peut que constater le décès de Sophie Teuber-Harp à la veille de ses 54 ans. Selon le rapport de police, elle était citoyenne française, épouse du sculpteur Jean Harp et femme au foyer. En 2003, 60 ans après la mort de Sophie Teuber, quelques-unes de ses œuvres sont vendues aux enchères. Pour 1 million d'euros, le Centre Pompidou acquiert cette petite sculpture en bois réalisée en 1920, l'une de ses célèbres têtes Dada. Lors de cette vente, une deuxième tête Dada est achetée par le MoMA, le Museum of Modern Art de New York. On considère aujourd'hui que Sophie Teuber fait partie des artistes les plus significatifs du XXe siècle. Mais le chemin de sa consécration fut long. Il n'y a pas si longtemps qu'elle a été redécouverte. De son vivant, elle se tenait généralement en retrait, sur le plan personnel comme sur le plan artistique. Pourtant, Sophie Teuber est une pionnière de l'avant-garde, une actrice de la grande révolution artistique qui a favorisé l'émergence des modernes du XXe siècle. Son œuvre est aussi radicale que multiple. Artiste dada, danseuse, conceptrice de meubles, éditrice, architecte d'intérieur et surtout pionnière du constructivisme et de l'art concret. Il y a 100 ans, Sophie Teuber commence à travailler l'abstraction géométrique, ce qui constitue une rupture sans concession avec les conceptions artistiques de l'époque. Plus tard, ce style deviendra une des lignes directrices des recherches des modernes. Depuis, son langage formel fait partie du patrimoine culturel commun et d'une esthétique présente tant dans la vie quotidienne que dans l'art. Les œuvres de Sophie Teuber sont visibles dans les musées du monde entier, notamment ici, à Düsseldorf, en 2011, dans le cadre de l'exposition Femmes artistes de l'avant-garde. Ces travaux de Sophie Teuber-Harp sont montrés au début de l'exposition. Ce sont les œuvres qui accueillent le public. J'attache une grande importance à ce que ce soit précisément ces œuvres qui aient ce rôle. Parce qu'au moment de leur conception en 1916, elles sont uniques dans leur radicalité. Et parce que Sophie Teuber-Harp est une des premières femmes à faire l'expérience de l'abstraction en 1916 déjà. C'est aussi à cette époque que Piet Mondrian et Theo van Doesburg ont commencé à développer leur abstraction. Elle était donc vraiment une pionnière. Pourtant, en 1916, Sophie Teuber n'est pratiquement pas connue en tant qu'artiste et n'a encore jamais exposé. À cette époque, elle a 27 ans, vit à Zurich depuis 2 ans, où elle mène une vie intense et stimulante. Elle enseigne à l'école des arts décoratifs de Zurich, où elle est responsable du cours de textile. Elle est aussi danseuse et se produit en solo, vêtue de costumes de sa propre création. Elle excelle dans les arts appliqués. Elle conçoit des étoffes, fabrique des tapis, des objets de la vie courante, des bijoux, dans un style novateur et avant-gardiste. Elle innove en utilisant des techniques artisanales au profit des beaux-arts, comme de nombreux autres artistes d'avant-garde de cette époque. Pour eux, l'abandon du figuratif et l'invention de formes nouvelles dans l'art passent par la recherche de nouveaux moyens, supports ou matériaux. En regardant de plus près, on voit des matériaux noués, tissés, tricotés, crochetés. On voit des dessins, des peintures. En fait, nous avons tout l'éventail des possibilités artistiques rassemblées dans ce petit espace. Elle ne craignait pas d'innover ni de changer de média. Elle travaillait de façon très rapide et spontanée, ce qui était d'ailleurs caractéristique de la façon moderne de travailler dans les années 1920.
Cette petite sculpture est l'un des objets amusants de cette exposition. Il s'agit d'une œuvre sur bois qui représente le portrait de Jean Arp dans le style dadaïste, typique du travail de Sophie Teuber-Harp dans les années 20. Elle est très amusante parce qu'elle reproduit bien le crâne d'œuf de Jean Arp, les traits de son visage. En réalité, il n'était pas si grognon. Cette œuvre est une façon amusante de se confronter à son compagnon. Je pense que ce couple a vécu une relation pleine de fantaisie. En 1915, à l'âge de 26 ans, Sophie Teuber fait la connaissance à Zurich de Jean Arp. Il est de 3 ans son aîné et originaire de Strasbourg, à l'époque ville allemande. Comme de nombreux étrangers, il s'est réfugié en Suisse au début de la Première Guerre mondiale. C'est l'époque où Sophie Teuber fait ses premières expériences artistiques. Jean Arp, lui, jouit déjà d'une certaine notoriété de révolutionnaire des formes, en tant que poète et artiste abstrait. D'une nature joyeuse, extravertie et appréciant l'attention qu'on lui porte, il est à l'aise en toutes circonstances. C'est aussi la coqueluche de ces dames. Les aspects pratiques de l'existence ne sont pas son fort. Sophie Teuber, en revanche, possède un sens des réalités plus développé. Ses amis de l'époque la décrivent comme une personne d'action, d'un naturel plutôt réservé. Elle parle peu, ne se met jamais en avant et considère son propre travail artistique d'un œil plutôt critique. Elle ne le montre qu'à contre-cœur et refuse de l'exposer, écrit Jean Arp à son propos. Les deux artistes se vouent un grand amour et leur relation est également une source d'inspiration sur le plan artistique. Ils décident de collaborer. Souvent, ils utilisent de nouveaux matériaux que Sophie connaît bien. Ce tableau-tapis et ce bas-relief en tissu font partie de leurs premières œuvres communes. En 1916, Jean Arp est l'un des cofondateurs du mouvement Dada. Il introduit Sophie Teuber dans le milieu. Ce nouveau mouvement est constitué d'immigrés roumains, comme Tristan Tzara et Marcel Janco, ou allemands, comme Hans Richter, Hugo Ball et Miennings, qui tous avaient trouvé refuge à Zurich, fuyant la Première Guerre mondiale qu'ils réprouvaient profondément. Ensemble, ils dirigent le célèbre cabaret Voltaire, au numéro 1 de la Spiegelgasse, où se trouve toujours aujourd'hui un café qui perpétue l'esprit de son illustre prédécesseur. Pendant 6 mois, le temps que dure l'aventure du cabaret, ils organisent chaque soir des manifestations et des actions artistiques qui sont autant de provocations au public. Dada, c'est la réponse à la folie de la guerre. Une révolte contre l'art bourgeois insignifiant et ridicule. Avec leurs poèmes sans paroles, les dadaïstes s'intéressent aussi au langage. Pièces musicales, lectures, récitations, les genres se fondent pour devenir performances. Ce qu'ils se proposaient de faire, mais ce n'était qu'un moyen pour atteindre leur objectif, était de tenter d'atteindre les couches profondes de la société moderne, là où l'art n'était pas encore parvenu. Ils ont exploré et tenté tout ce qui ne faisait pas partie des préceptes artistiques de leur époque. Ils ont réalisé des tableaux, mené des recherches plastiques. Ils ont fait des sculptures et des masques, mais toujours transposés dans des performances puissantes. Ils confectionnaient des costumes et des masques pour leurs représentations. Ils se sont fortement inspirés de l'art africain. À cette époque, Sophie Teuber réalise une série de costumes dada inspirés des vêtements portés par les Indiens Hopi. Sa créativité protéiforme et ses talents manuels correspondent parfaitement à l'esprit dada. Elle ne maîtrise pas qu'un seul domaine de création, elle en maîtrise 10. Elle n'a pas à réfléchir longtemps ni à s'échiner à créer, non. Les choses lui coulent des mains, parce qu'elle a les connaissances techniques qui lui permettent de réaliser elle-même ses expériences.
En 1918, Sophie Teuber réalise 17 marionnettes pour la pièce Le Roi Serre, représentée cette même année à Zurich. Actuellement, les originaux de ces marionnettes font partie de la collection permanente du Musée du Design de Zurich, et leurs copies sont exposées régulièrement dans le monde entier. Ces marionnettes, constituées de nombreuses formes géométriques, associent le dadaïsme et le constructivisme. Elles sont formées de boules, d'ovales, de cylindres, de cônes, assemblées habilement pour devenir des corps. Sur le plan technique, elles ont été tournées, ce qui était inhabituel. De tout temps, les marionnettes étaient sculptées et l'accent était principalement mis sur la tête. Dans ce cas, le personnage dans son ensemble est traité comme une sculpture. Une autre innovation est qu'elle laissait souvent apparents les éléments destinés à relier les différentes parties de la marionnette. La structure technique apparente et l'utilisation de formes géométriques ou de vêtements amusants avaient été spécialement voulues pour le Roi Serre, une pièce décalée et comique de Carlo Gozzi, écrite au XVIIIe siècle. Deux auteurs connus en ont fait une adaptation dans l'esprit dada. Cette pièce, qui à l'origine était une tragicomédie sur le trouble amoureux, a été enrobée d'une parodie de la psychanalyse. Voilà pourquoi dans la nouvelle pièce on trouve à la place du magicien un personnage nommé Freud Analyticus, flanqué d'un assistant médecin, le docteur Complexe d'Édipe. Pour les nombreuses transformations nécessaires au passage d'être humain à animal, plus besoin de formule magique. On invoque une force appelée libido primale. La représentation donnée dans un cadre relativement confidentiel n'a pas rencontré d'écho parmi le public. En revanche, les marionnettes ont fait sensation dans le milieu artistique, particulièrement l'une d'entre elles, la Garde. Elle évoquait la Première Guerre mondiale qui venait à peine de se terminer et se présentait tel un moloch, une arme prête à frapper au bout de chacun de ses 5 bras. Ce personnage est une véritable machine de combat, prête à pointer plusieurs piquants à la fois sur sa victime. Mais elle risque aussi de recevoir un coup par derrière, tout en étant attaquée depuis le haut. De plus, elle incarne l'anonymat complet. Elle n'a ni tête ni visage. Elle représente une puissance de combat parfaitement anonyme. En 1918, Sophie Teuber et 20 autres artistes signent le Manifeste Dada. Sophie le signe toutefois sous un pseudonyme. En effet, l'école des arts décoratifs dans laquelle elle enseigne menace de la licencier au cas où elle prendrait part à ses activités dada nimbées de scandales. Pour elle, enseigner représente à la fois un revenu fixe et la garantie de sa liberté. Sophie Teuber reste donc un membre dada anonyme, y compris dans le cadre de ses productions en tant que danseuse. Les performances de danseuses comme celle de Mary Wigman, qui deviendra célèbre, font partie intégrante des soirées dada. Après la fermeture du cabaret Voltaire, elles continuèrent d'être organisées dans différents lieux zurichois. Sophie danse régulièrement. Cette photo nous la montre en 1917, portant un masque de Marcel Janco. Souvent, elle ne danse pas sur de la musique, mais sur des coups de gong ou sur des poèmes d'Hugo Ball qu'il récite en personne. À propos d'une de ses performances, il dit « Ce fut une danse emplie de piques et d'arêtes, emplie de soleils vacillants et d'éclats et d'une acuité tranchante. Les lignes volaient en éclats sur son corps. Chaque geste était déconstruit en 100 particules, précis, clair, aigu.
La folie de la perspective, de l'éclairage, de l'atmosphère ambiante favorise l'émergence d'une drôlerie pleine d'esprit et de glose ironique. Selon les descriptions de sa danse et d'après cette photo, il s'agit d'un mélange entre la danse, c'est-à-dire le mouvement, et des éléments matériels, costumes, décors, accessoires divers. C'est un lien entre la danse et les arts plastiques. Elle cherchait à relier les différents domaines artistiques. La danseuse Anna Huber improvise sur le même poème d'Hugo Ball que Sophie Teuber avait dansé naguère. De nombreuses questions restent ouvertes. Comment dansait-elle? Est-ce qu'elle improvisait ou est-ce qu'elle reproduisait des compositions ou des chorégraphies préétablies? Il est possible que tous ces artistes jouaient avec le sentiment d'irritation. C'est un aspect qui m'intéresse beaucoup dans la danse contemporaine comme dans les arts plastiques, parce que l'irritation permet de réveiller ou de stimuler la perception, et parce qu'elle permet d'interroger sans cesse l'apparente évidence des choses. Les premières décennies du XXe siècle ont permis l'émergence de la danse moderne. Dans différents pays, des danseurs et des chorégraphes se sont mis à chercher un nouveau langage. Parmi eux, Rudolf von Labern, directeur de l'école de danse expressive de Zurich depuis 1915. Sophie Teuber suit ses enseignements et participe à ses fêtes dansées sur le Monte Verita, à Ascona. Avec d'autres danseuses, elle met en scène et monte ses propres chorégraphies. Lors de l'exposition Danser sa vie au Centre Pompidou à Paris en 2012, on a pu constater à quel point la danse et l'art se sont influencés et stimulés tout au long du XXe siècle. Tout à fait, en fait, c'est vraiment le sujet de montrer les liens qu'il y a eu entre des danseurs et des artistes, mais aussi pour certains, à la fois des danseurs et des artistes, comme Sophie Teuber par exemple, qui a une belle place dans notre exposition. Une place parmi ceux qui étaient les pionniers d'un genre nouveau, les performances dansées ou la danse abstraite. La performance a été littéralement inventée à l'époque de Dada à Zurich, au cabaret Voltaire, avec un lien très intime entre la performance et la danse, sans qu'il y ait de distinction entre les médiums. L'époque de Dada était vraiment une révolution majeure de la modernité, la première grande révolution, je dirais, sur le plan artistique, contestataire, mais en même temps extrêmement créative, ludique, comme on peut le voir ici, avec beaucoup de joie de vivre aussi dans les moments troublés de la Première Guerre mondiale. Et par exemple, cette image où on la voit danser avec un masque fabriqué par Marcel Janco, on les considère encore aujourd'hui comme des créations très originales. Et donc, à l'époque, ça devait être un sentiment extraordinaire, qui d'ailleurs était resté dans un cercle assez réduit, des gens qui fréquentaient le cabaret Voltaire. Ce n'est pas une publicité aussi large qu'aujourd'hui au Centre Pompidou, avec tous les visiteurs qui sont attendus pour l'exposition. L'exposition présente aussi des gouaches et des aquarelles de Sophie Teuber, avec le mouvement comme sujet. La carrière de danseuse de Sophie Teuber n'a duré que 5 ans. Je suis certaine que chez une artiste qui a été danseuse et qui décide de se tourner vers les arts plastiques, la danse laisse des traces. Il reste la sensibilité et l'intérêt pour le mouvement et pour le renversement des axes. Einfachen Linienführungen, es ist eigentlich auch eine Choreografie. Also man könnte eine Prenons ces mouvements de vagues qu'elle a dessinés bien après. Ces circonvolutions simples sont autant de chorégraphies, de chemins qui se déroulent dans l'espace. Erinnert, was eigentlich Choreografie ist. Wege durch den Raum zu legen oder zu zeichnen. Dans
Dans tout ce qu'elle entreprend, Sophie défriche de nouveaux territoires. Elle relie les arts entre eux. Sophie Tauber était une figure d'exception pour deux raisons. D'une part parce qu'elle était une femme et qu'elle évoluait au même niveau que ses collègues artistes masculins, et d'autre part parce qu'elle était suisse. Elle ne venait pas d'une grande ville, de Zurich ou de Genève. Elle était une Suissesse d'Appenzell qui avait la maturité nécessaire pour le dadaïsme. Ça n'a été le cas d'aucun autre citoyen suisse de l'époque. Cela s'explique peut-être par son enfance. Sophie Teuber naît le 19 janvier 1889 à Davos. Son père, un pharmacien prussien, meurt alors qu'elle a 2 ans. Peu après, sa mère, Sophie Teuber-Krüsi, déménage à Trogen, sa région d'origine. À Trogen, au centre du canton d'Appenzell-Rhodes extérieur, la vue s'ouvre sur le lac de Constance. Au-delà, c'est l'Allemagne. En ce temps-là, le village est principalement habité par des paysans, mais c'est également un centre important de l'industrie textile. La plupart des paysans sont tisserands et brodeurs. Dans presque toutes les fermes, à la cave, se trouve un métier à tisser. Trogen est aussi un centre culturel local. Un collège accueille des jeunes gens venus de toute la Suisse, ainsi que des Suisses de l'étranger. La région héberge des touristes allemands, anglais, russes. On y trouve de nombreux hôtels et restaurants. Un train électrique relie déjà Trogen à Saint-Gall. Sophie Teuber passe son enfance et son adolescence avec 3 frères et sœurs, dans cette maison. Sa mère en a dessiné les plans. Sophie Teuber-Krüsi, sa mère, possède de nombreux talents artistiques. Elle dessine et réalise des esquisses pour de la porcelaine. Elle est aussi passionnée de photographie. On lui doit d'innombrables photos de ses enfants posant dans toutes sortes de déguisements. Des clichés très appréciés à l'époque. La mère gagne aussi de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Dans sa maison, la veuve gère une pension pour collégiens. Les enfants Teuber passent beaucoup de temps auprès de leur oncle, Hans Zellweger, un médecin, qui dirige un établissement de cure pour enfants dans la maison voisine. La famille Teuber entretient aussi des liens étroits avec les autres membres de la famille Zellweger, de riches marchands en textile qui partagent leur existence entre leurs entreprises de Lyon, Gênes, Barcelone et Trogen. La petite Sophie va et vient dans ces palaces baroques où l'on mène une vie de grand bourgeois, où l'on parle français, où l'on s'intéresse à l'art et où l'on accorde de l'importance à la formation. La mère de Sophie se soucie de la bonne éducation de ses enfants. Elle sert de modèle à sa fille et l'encourage à développer ses dons artistiques précoces. Quand Sophie a 15 ans, sa mère l'envoie à Saint-Gall dans une école privée qui enseigne un métier traditionnel de la région, dessinatrice textile. Mais ce n'était pas la profession dont Sophie rêvait. À la mort de sa mère, l'année de ses 20 ans, elle part pour Munich, y poursuivre sa formation. Selon la tradition de l'époque, elle s'exerce à la nature morte et au nu. Mais attirée par les nouveautés qui émergent dans les beaux-arts et dans les arts décoratifs, elle choisit de se former à l'école d'Epschitz. L'école d'Epschitz sortait de l'ordinaire. C'était un véritable atelier de recherche pour les arts appliqués et pour les beaux-arts. Un lieu où les frontières entre un art académique élevé et un art artisanal bas étaient perméables.
Les élèves ne fréquentaient pas une académie où l'intellect est au centre de l'apprentissage. Au contraire, ces écoles enseignaient le travail manuel, à penser avec les mains, à ressentir la créativité de façon tactile, grâce à des techniques comme la céramique, par exemple, qui était un département célèbre de cette école, mais aussi grâce au tournage d'objets en bois. Tout au long de sa vie, Sophie Teuber ne fera pas qu'utiliser les techniques apprises à l'école. Elle cherchera aussi à introduire l'art dans les objets de la vie quotidienne. Ces objets Dada, réalisés vers 1918, sont à la fois des bijoux et des poudriers. À Munich, Sophie Teuber confectionne avec passion des costumes pour des bals masqués, très populaires parmi les artistes. Elle entretient une relation avec l'un d'eux, Adolf Ziegler. L'histoire ne dure pas et le couple finit par se séparer. En 1915, la Première Guerre mondiale contraint Sophie à retourner en Suisse. Elle s'établit à Zurich, ville qui attire de nombreux artistes réfugiés venus de toute l'Europe. C'est parmi eux qu'elle évolue et se fait de nombreux amis. C'est une période heureuse. Elle s'affirme en tant qu'artiste et elle rencontre l'homme de sa vie. Tout n'est pas toujours facile avec Jean Arp, mais après 7 années de vie commune, ils se marient en 1922. Dans le couple, c'est elle qui se charge du bon fonctionnement de la vie quotidienne, et longtemps, elle assure la sécurité financière du ménage. À ce propos, Jean Arp écrit que « Son activité d'enseignante nous permet à elle et moi de faire des œuvres libres et essentielles. » Mais au début des années 20, le vent de renouveau qui soufflait sur Zurich retombe. C'est la fin de la guerre et les artistes quittent la ville pour s'établir à Paris, Berlin, là où la vie artistique bat son plein. Jean Arp continue à participer activement au mouvement Dada et il est absent, la plupart du temps. Assez vite, il déménage à Strasbourg pour y acquérir la nationalité française. Sophie reste à Zurich pour son travail d'enseignante et traverse une période de creux artistique. Elle supporte mal le manque de chaleur humaine. À l'école, tout respire la nostalgie, la solitude et l'ennui, écrit-elle à Jean Arp. Puis plus tard, j'ai une telle soif de contact amical, de lien social et d'amour. Janvier 2012, au musée Arp à Rollensek, près de Bonn. C'est le vernissage de l'exposition consacrée à Jean Arp et Sophie Teuber. À cette occasion, des étudiantes d'un lycée de Bonn ont confectionné des costumes Dada en s'inspirant de costumes créés jadis par Sophie Teuber. Erstmal über den Dadaismus, über Sophie Teuber-Arp und ihre Kostüme. Es hätte Sophie Teuber-Arp bestimmt gut gefallen. Je vous emmène maintenant dans le dernier de nos espaces d'exposition. Il est consacré à Sophie Teuber-Arp. À travers Jean Arp et Sophie Teuber, nous avons la chance de pouvoir réunir dans notre musée les deux courants principaux de l'avant-garde du début du XXe siècle. Jean Arp qui représente l'abstraction organique et Sophie Teuber qui représente l'abstraction géométrique. Ce sont les deux courants à partir desquels l'art contemporain s'est développé. Dans cette pièce, vous avez une vue d'ensemble de l'œuvre de Sophie Teuber ainsi qu'un aperçu de la manière dont les œuvres de Jean Arp et de Sophie Teuber se sont constamment enrichies mutuellement, que ce soit par des formes arrondies ou par des formes géométriques, comme nous l'avons vu en début de visite. L'exposition présente un autre domaine de création cher à Sophie Teuber, auquel elle se consacre depuis le milieu des années 20, l'architecture d'intérieur. Elle réalise ses premiers travaux à Strasbourg, comme ici, à l'hôtel Hanong. Elle y crée des tableaux tridimensionnels dans lesquels les murs, les plafonds et les sols forment un tout. Les éclairages et les miroirs sont autant d'éléments formant une abstraction géométrique. Aucune de ces réalisations d'architecture d'intérieur de Sophie Teuber n'a résisté au temps,
et seules des installations dans des musées ainsi que des photos anciennes permettent encore de nous donner une idée de ce qu'elles étaient. Il ne reste qu'un seul bâtiment où il est possible de visiter des espaces conçus par Sophie Teuber, le musée Aubette de Strasbourg, partiellement restauré en 2005. Enthousiasmé par les premiers aménagements d'intérieur de Sophie Teuber à l'hôtel Hanong, les mêmes maîtres d'ouvrage lui confient un nouveau mandat, concevoir l'intérieur de 10 grands espaces dans l'Aubette, un ancien bâtiment militaire. Alors, les commanditaires de l'Aubette ont souhaité créer à Strasbourg un complexe de loisirs dans lequel on pouvait trouver donc, au sein d'un même lieu différents divertissements, donc une salle des fêtes, un cinéma, un dancing, une salle de billard, un restaurant, brasserie, un petit peu sur le modèle des complexes de loisirs tels qu'on pouvait les trouver dans les grands hôtels, notamment à Berlin donc dans les années 20. Un mandat de rêve, mais trop lourd. Pour pouvoir le mener à bien entièrement, Sophie devrait renoncer à son poste d'enseignante qui est son unique source de revenus. Elle décide de partager le travail avec Jean Arp. Ensemble, ils font appel à un troisième créateur, l'artiste constructiviste le plus en vogue de ces années-là, le Hollandais Theo van Doesburg. Pendant 2 ans, tous les 15 jours, Sophie fait la navette entre Zurich et Strasbourg. À l'Aubette aussi, les murs, les sols, la lumière, tout devait être conçu selon les principes de l'art concret. Theo van Doesburg, qui était l'un des principaux théoriciens de l'art concret, a conceptualisé l'idée selon laquelle le visiteur ne devait pas se trouver devant l'œuvre d'art, mais en elle. L'idée était effectivement de placer l'homme dans quelque chose de beau pour pouvoir l'élever socialement et atteindre justement un idéal d'homme nouveau, d'homme moderne. Ça signifie en fait que l'homme puisse vivre dans l'art et se développer aussi, se développer intellectuellement. Les 3 artistes se répartissent les espaces. Jean Arp conçoit l'escalier en collaboration avec Sophie Teuber. Seul, il crée le dancing et un bar. Sophie Teuber, elle, réalise la salle de billard, le salon de thé, le bar et le foyer. Alors ici, nous nous trouvons donc dans le foyer-bar qui a été décoré par Sophie Teuber. Et c'est la salle vraiment de l'Aubette qui est la salle, je dirais, la plus totale et qui correspond le mieux en fait à ce qu'ont voulu faire les 3 artistes, donc évidemment avec cette dimension d'œuvre d'art totale, puisqu'ici, tous les éléments de la salle correspondent au projet d'origine. Donc vous avez effectivement les décors du plafond, également qui correspondent à ce décor, le sol qui a donc été réalisé en linoléum. Donc vous avez effectivement ici cette synthèse donc dans cette salle. Le système donc de luminaire qui est également appliqué aux autres salles donc de Sophie Teuber. C'est Theo van Doesburg qui conçoit ce dancing, ainsi que la salle des fêtes polyvalente et le cinéma. L'Aubette est terminée en 1928. La presse et les milieux artistiques lui réservent un accueil enthousiaste. L'Aubette est baptisée la chapelle Sixtine de l'art abstrait. Mais tout le mérite en revient uniquement à Theo van Doesburg. L'Aubette a été présentée au public exclusivement avec ses propres textes, qui mentionnent à peine Sophie Teuber et Jean Arp. Malgré le grand succès remporté dans le milieu artistique, l'Aubette ne reçoit pas le même accueil de la part des Strasbourgeois qui venaient dans ce lieu pour manger et danser. 10 ans plus tard déjà, les murs sont repeints et les espaces transformés. Alors c'est intéressant de remarquer que ce sont des choses qui peuvent se reproduire et je pense notamment au café Schützenberger qui donc avait été décoré par l'architecte Jean Nouvel et qui malheureusement a fermé dans les années 2000. « 1929 est l'année d'un nouveau départ pour Sophie Teuber. Jean Arp et elle obtiennent la nationalité française. Elle cesse d'enseigner et le couple s'installe à Meudon, près de Paris.
Elles dessinent leur maison construite en pierre naturelle, un matériau couramment utilisé dans la région. Les travaux sont financés par leurs honoraires de l'aubette. La maison est un monolithe sobre dans le style constructiviste. Des détails en béton contrastent avec la pierre naturelle. Au premier étage se trouve l'atelier de Jean Arp et au-dessus, l'atelier de Sophie Teuber. Pour la première fois, ils vivent ensemble et pour la première fois également, à 40 ans, elle peut se consacrer pleinement à son art. Désormais, elle peint surtout à l'huile. À cette période, le cercle prend une place prédominante dans ses tableaux. Sophie et Jean Arp passent beaucoup de temps à Paris. Elle aime la vie de la capitale et ses opportunités. Nous fréquentons un café insensé avec des flonflons et les poules du quartier, écrit Sophie à une amie. Elle fait de nouvelles connaissances. Jean Arp est une figure importante de la scène culturelle parisienne et il connaît la moitié de la ville. Mais à Paris, le plus important demeure la vie artistique. Le Paris des années 30, c'est la Mecque de la culture par excellence. Si on a des ambitions en tant qu'artiste, il faut être à Paris. C'est à Paris que les discussions sont les plus passionnantes. Paris est l'endroit où les choses se passent. Si on voulait entrer dans le commerce de l'art, ou si on voulait vivre de son art, c'était le lieu où il fallait être, où les galeristes avaient des relations et où l'on pouvait faire carrière. Les œuvres de Jean Arp ont un certain succès, alors que Sophie Teuber commence seulement à exposer dans des galeries. Le vernissage était amusant. On se serait cru dans un essaim d'abeilles énervées, écrit-elle à une amie, à propos d'une exposition où ses œuvres sont accrochées aux côtés de celles de Giacometti, Jean Arp et Kandinsky. Ses œuvres voyagent aussi dans des musées, dans le cadre d'expositions de groupe à Bâle, à Zurich, à New York. Dans les années 30, Sophie Teuber n'est plus uniquement artiste, elle s'engage sur un autre plan. Elle devient coéditrice de la revue d'art Plastique, qui paraît à Paris et à New York, et qui devient un forum important de l'art abstrait en Amérique et en Europe. À Paris, Sophie Teuber adhère à plusieurs associations dont les membres seront certains des plus éminents artistes d'avant-garde. Le couple Teuber-Arp a de nombreux amis, parmi lesquels Max Ernst, Sonia et Robert Delaunay, chez qui ils se rendent souvent. La maison de Meudon devient un lieu de rencontre pour artistes. Il se passe toujours beaucoup plus de choses que nous ne souhaiterions, écrit Sophie Teuber. Une véritable épidémie de visites s'est déclarée et je me demande si je ne me suis pas transformée en cuisinière. Même si j'aime beaucoup recevoir, faire des allers-retours dans les escaliers et faire voler les couvercles des casseroles n'est pas des plus amusants, particulièrement quand on aime travailler. Pour les autres, elle est surtout l'hôtesse de la maison et l'épouse de Jean Arp. Le maître de maison, dont la notoriété est reconnue, est toujours au centre de l'attention. Il aime montrer son travail aux invités. En revanche, les invités montent rarement à l'étage supérieur dans l'atelier de Sophie. Pour rien au monde, Sophie Teuber ne nous aurait sollicité elle-même pour nous montrer son travail en cours, se souvient un ami commun. La période parisienne est sa période la plus productive. Elle réalise à nouveau des sculptures en bois. Certaines en collaboration avec Jean Arp. Sophie conçoit aussi des meubles pour sa maison.
comme ces étagères simples et combinables qui sont les prémices de celles qu'on trouve aujourd'hui dans presque tous les foyers. À Paris, pour gagner de l'argent, Sophie Teuber travaille de plus en plus fréquemment comme styliste et architecte d'intérieur. Elle aménage des appartements privés et conçoit des meubles pratiques et fonctionnels dans le style de la nouvelle objectivité. Ce bureau, datant de 1930, se trouve au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Ici, Sophie Teuber a utilisé la grande invention du design de son époque, le tube en métal recourbé. Utilisable des deux côtés, doté de 4 éléments mobiles qui offrent un grand volume de rangement, ce bureau est modulable. Une grande modernité. En Suisse, au musée des Beaux-Arts d'Aarau, une importante rétrospective consacrée à l'artiste se prépare. De nombreuses pièces proviennent des propres collections du musée, qui possèdent une part importante des œuvres de Sophie Teuber. Madeleine Schupli, directrice du Kunsthaus, et Thomas Schmutz, commissaire, posent les premiers jalons du concept de l'exposition. La collection comprend aussi une série d'objets d'art tissés, réalisée par Sophie Teuber. Notamment cette pochette en perles de verre. Comment s'y est-elle prise pour les objets sphériques? C'est une sorte d'image qui enveloppe. Il faudrait pouvoir l'exposer de façon tridimensionnelle, pour qu'on puisse la voir de tous les côtés. Je ne sais pas comment on pourrait. Il faudrait la montrer dans sa globalité. Parce que quand elle est posée, c'est très réducteur. Ce serait bien de la suspendre. D'ailleurs, c'est une pochette faite pour être suspendue. L'exposition est prévue pour 2014 et son concept n'est pas encore complètement défini. Les commissaires de l'exposition vont essayer de montrer la transversalité de l'œuvre de Sophie Teuber et de présenter ces objets d'art appliqués comme une partie de son œuvre artistique. Quand on sait faire quelque chose, par exemple quand on sait associer des formes, créer un espace, créer une image d'ensemble, faire en sorte que les formes et les couleurs soient en interaction, quand on sait faire ça, on applique les mêmes connaissances pour faire un collier ou un costume d'Indien Hopi. Dans ce cas aussi, on réinterprète et on transpose. C'est comme une langue ou la musique. Quand on sait jouer d'un instrument, on peut traverser plusieurs genres en appliquant ses connaissances. C'est ainsi que chez elle, les techniques artisanales et les beaux-arts se rejoignent pour aboutir, de son point de vue, à une unité. Ce relief sera un des éléments phares de la future exposition. Il fait partie d'une série réalisée par Sophie durant ses dernières années parisiennes. En 1940, l'occupation allemande met brutalement un terme à leur séjour parisien. Sophie Teuber et Jean Arp laissent tout derrière eux et passent en zone libre, à Grasse, où ils retrouvent quelques-uns de leurs amis. Deux ans sans argent et sans savoir ce que l'avenir leur réserve. Une seule certitude, il ne reste plus guère de place pour leur art. En effet, les nazis considèrent l'art moderne comme un art dégénéré et l'interdisent.
Une interdiction ne signifiait pas uniquement que ces œuvres ne pouvaient pas être exposées. Cela signifiait qu'elles ne pouvaient pas être vendues. Il n'y avait plus de marché possible. On a retiré leurs moyens de subsistance à ces artistes. D'une certaine façon, on leur a enlevé le droit de travailler. Qualifier cet art de dégénéré montre bien la peur panique qu'il pouvait inspirer. Sinon, pourquoi tenter ainsi de l'effacer? Ironie du sort, c'est précisément Adolf Ziegler, le compagnon de jeunesse de Sophie Teuber, qui devient l'un des plus grands détracteurs de l'art moderne. Entièrement dévoué à l'art Blut und Boden, le sang et le sol, en référence à l'idéologie chère aux nazis, il est nommé président de la Chambre des beaux-arts du Reich. C'est l'un des organisateurs de l'exposition Art dégénéré qu'il fait visiter en personne à Hitler. Barbarie monstrueuse qui détruit tout esprit de création, écrivait déjà Sophie Teuber à propos du national-socialisme à la fin des années 30. À Grasse, elle rédige désormais ses lettres en français. Notre vie est passablement monotone, mais notre moral est relativement bon. La majeure partie de mon temps est consacrée au ravitaillement. Par exemple, voilà des semaines qu'on nous promet un sachet de fruits secs et 3 œufs, les premiers depuis 6 mois. Je suis déjà rentré bredouille 4 fois, et c'est à 4 kilomètres. Dans une autre lettre, Sophie écrit « Hier, nous avons obtenu 100 grammes de légumes. » Sophie Teuber continue de travailler, malgré tout. En général, uniquement au crayon, car les fournitures manquent. Bon nombre de ses dessins de ligne sont réalisés à Grasse. Mais elle exécute aussi des aquarelles traditionnelles et figuratives de la maison et du paysage où ils vivent, dont elle est tombée amoureuse. Le paysage qui entoure la ville est très très beau. On a l'impression de vivre dans un immense jardin. Des centaines d'oliviers au feuillage vert argenté et au tronc presque noir recouvrent les collines en lignes douces. Les palmiers et les cyprès forment des taches d'un vert foncé si beau, écrit-elle à des amis. Coupés du monde et dépendant l'un de l'autre, Sophie Teuber et Jean Arp sont proches, comme jamais auparavant. « Nous sommes heureux ici », écrit-elle encore. Ensemble, ils réalisent cette sérigraphie qui sera l'une de leurs dernières œuvres communes. Le sud de la France est finalement aussi occupé et le couple doit fuir encore une fois vers Zurich. Atteints dans leur santé et sous-alimentés, les Arp arrivent en Suisse en novembre 1942. Sophie Teuber trouve refuge auprès de sa famille, Jean Arp chez des amis. Sophie passe le 13 janvier 1943 chez Max Bill, un ami de longue date du couple. En tant qu'éditeur, il fait paraître un portfolio d'impressions originales de plusieurs artistes. Une des œuvres de Sophie Teuber en fait partie, et ce jour-là, elle vient signer les tirages. Le soir, Jean Arp les rejoint. Comme il est tard, il décide de dormir sur place. Il y a 2 endroits où dormir. Dans le salon devant la cheminée, ou dans une petite chambre non chauffée, en réalité un balcon transformé, possédant un petit poêle à bois. Les Bill pensent que le lit devant la cheminée sera parfait pour Sophie, mais Jean Arp proteste. Sophie aurait alors dit « Le froid ne me dérange pas » en partant dormir dans la pièce non chauffée. Pourtant, durant la nuit, elle allume un feu dans le poêle. Le lendemain matin, le médecin constate la mort de Sophie Teuber Arp.
due à une intoxication au monoxyde de carbone. La police ne trouve pas d'indice impliquant l'intervention d'un tiers ou indiquant un suicide. Le procès-verbal mentionne « La situation indique un accident ». Les jours qui suivent sont froids à Zurich. Un petit cercle d'artistes, amis de Sophie Teuber, prend congé d'elle en lui rendant hommage. Jean Arp crée cette carte en guise d'annonce mortuaire. La mort de son épouse le terrasse, et il lui faudra des années pour retrouver une vie normale. Dans ses poèmes et ses œuvres, il lui déclare son amour, jusqu'à sa mort. Il exige que ses propres œuvres ne puissent être exposées qu'avec celles de Sophie. Une déclaration d'amour presque paradoxale. En effet, en tant qu'artiste, la voilà liée encore davantage au nom de Jean Arp. Ce n'est que dans les années 60 qu'on découvre progressivement les œuvres de Sophie Teuber Arp. La Suisse lui rend hommage en 1995. C'est elle qui figure sur le billet de 50 francs. Une reconnaissance tardive, mais largement méritée. Je suis d'accord avec vous, madame, mademoiselle, vous êtes si belle, celle qui m'ensorcelle. Je vous avoue, je vous ai vu depuis je vous aime. Je vous ai écrit ce petit poème pour vous dire que je vous aime comme un polichinelle. Amoureux de vous je suis, madame, mademoiselle. D'accord ou pas, d'accord ou pas, d'accord ou pas.